À la une de l'actualité de ce lundi, les nouveaux ambassadeurs de la Mauritanie, du Sénégal, du Tchad et du Maroc ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. 9e conclave des affaires entre l'Inde et l'Afrique, la Côte d'Ivoire participe aux travaux. Elle souhaite attirer les investisseurs indiens dans le pays. Plus de 2 mois après l'entrée en guerre de la France, une bataille cruciale se joue dans le nord du Mali, dans les Iforas, dernier refuge des djihadistes. Bonsoir à vous et bienvenue à ce 23h sur RTI 1. La Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et le Maroc ont de nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au chef de l'État, Jérôme Kofi Abolin. Ils sont quatre nouveaux ambassadeurs accrédités près la Côte d'Ivoire qui se sont succédés pour présenter leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi au palais présidentiel. Le premier à rencontrer le chef de l'État selon l'ordre de passage est mauritanien. Il entend mettre à profit les conseils pratiques reçus du président de la République pour réussir sa mission. Il m'a prodigué ces conseils très instructifs. Je suis alors confiant quant à l'avenir des excellentes relations qui unissent déjà nos pays. Et personnellement, je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à hisser notre coopération bilatérale entre nos deux pays aux aspirations de nos chefs d'État. Le diplomate mauritanien a été membre du gouvernement de son pays en tant que ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Il parle bien arabe, français et anglais. Lui succédant au palais dans le cadre de cette cérémonie de présentation de lettres de créance au président de la République, un Sénégalais. Son Excellence, M. Abdoul Lahad Sourang, n'est pas à sa première mission en terre ivoirienne où il a débuté sa carrière de diplomate comme premier secrétaire à l'ambassade du Sénégal en Côte d'Ivoire entre 1987 et 1992. La Côte d'Ivoire m'a porté chance dans la mesure où j'ai commencé mes premiers pas dans la diplomatie sénégalaise ici en Côte d'Ivoire. Et quand le président de la République, son Excellence Macky Sall, m'a donné l'opportunité de venir ici, et j'ai sauté de joie, j'étais ému. Et j'ai sauté de joie parce que je me suis dit que je retourne chez moi. Titulaire d'une maîtrise en droit international, son Excellence Lahad Sourang parle aussi bien français, anglais, italien, espagnol que wolof. Après lui, c'est l'ambassadeur du Tchad accrédité près la Côte d'Ivoire qui, à son tour, a présenté ses lettres de créance au président Alassane Ouattara. Pour lui, sa mission va consister à œuvrer en vue de la consolidation des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Tchad avec en prime les échanges d'expertise. Nous avons de très bonnes relations avec la volonté et sous la clairvoyance des deux chefs d'État, à savoir le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le président Idriss Déby du Tchad. Nous comptons à consolider ces relations et les renforcer par la coopération économique et culturelle, par l'échange d'expertise entre les deux pays. Avant la Côte d'Ivoire, son Excellence Abderrahim Assil a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République du Soudan. Le 4e et dernier ambassadeur à présenter ses lettres de créance ce lundi au président de la République, lui, vient du Maroc. Moustapha Guebari, c'est son nom. Il se dit honoré d'être en Côte d'Ivoire pour contribuer à la consolidation des relations entre les deux pays. Concernant les relations bilatérales, Monsieur le Président, j'ai trouvé en lui une volonté ferme d'aller de l'avant dans tous les domaines. On s'est mis d'accord sur une politique de renforcement de ces relations dans tous les domaines dans les années qui suivent. Le diplomate marocain, avant sa nomination comme ambassadeur en Côte d'Ivoire, a été conseiller au cabinet du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Comme lui, ceux du Tchad, du Sénégal et de la Mauritanie ont tous indiqué vouloir œuvrer de sorte que les relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire soient toujours exemplaires.
Le nouvel ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire vient de présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Et Mohamed VI, roi du Maroc, est quant à lui attendu en Côte d'Ivoire dès demain pour une visite officielle. Il arrivera donc à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dès 13 h. La Côte d'Ivoire entame une politique de séduction envers les hommes d'affaires indiens pour les amener à investir dans le pays. Pour cela, elle participe au 9e conclave des affaires Inde-Afrique à New Delhi, la capitale indienne. Une rencontre d'échange de haut niveau qui devrait permettre à l'Inde d'approfondir ses relations avec les gouvernements africains dans les domaines agricoles et scientifiques. Alexis Ouedraogo, envoyé spécial en Inde. En moins d'une dizaine d'années, l'Inde s'est ici au rang de 4e partenaire commercial du continent africain. La coopération bilatérale s'est diversifiée dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, la santé, les nouvelles technologies. L'Inde est un pays avec une technologie qui est adaptée à la Côte d'Ivoire. On peut avoir un axe de coopération pour tout ce qui concerne aussi les infrastructures, les routes, les chemins de fer. On peut avoir aussi des éléments concernant la sécurité alimentaire. Sur la table du conclave qui s'est ouvert, 500 projets dont 6 pour la Côte d'Ivoire. Ils ont été présentés par le chef du gouvernement ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a tenu à rassurer les investisseurs indiens de l'amélioration du climat des affaires dans le pays. L'Inde et l'Afrique représentent un marché de 2,2 milliards d'habitants et un PIB combiné de près de 3 milliards de dollars. Ils entendent aujourd'hui travailler au maintien d'un environnement propice à la croissance économique. Le chômage de la jeunesse ivoirienne, un problème crucial auquel s'attaque le service civique d'action pour le développement. La France, quant à elle, apporte son appui à la formation des jeunes pour leur insertion civique, nous dit Ouattara Lassina. Du fait de la crise en Côte d'Ivoire, 85% des 15 à 35 ans sont au chômage. C'est ce que révèle une étude réalisée en 2006 par l'Agence de promotion de l'emploi AGEP. C'est la frange de la population qualifiée de vulnérable, d'où l'adoption d'une réponse rapide et à même de contribuer à la cohésion sociale. Le service civique d'action pour le développement est la concrétisation de la volonté politique des dirigeants ivoiriens à trouver une solution durable au problème du chômage. Dans les différentes études qui ont été faites en Côte d'Ivoire, le secteur privé aujourd'hui reste celui-là qui va déterminer les emplois de demain. Il nous faut apporter la réponse à la préoccupation. Et que disent-ils ? Ils ont un document qui est intitulé Côte d'Ivoire 2040 dans lequel ils indiquent clairement les enjeux de demain et surtout la main-d'œuvre dans le cadre, mettre à leur disposition au moment venu pour éviter justement qu'on aille rechercher ça et là des profils qui n'existent pas en Côte d'Ivoire. Là-dedans, vous avez bien sûr donc tout l'aspect agro-industrie, mais aujourd'hui avec les nouveaux emplois, tels que dans le pétrole, le gaz, on a besoin d'avoir du personnel formé, même dans l'électricité, dans les télécoms. La signature de convention entre l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Emploi, va permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'insertion en relation avec des acteurs civils et militaires. L'idée est d'offrir aux jeunes une formation avec un encadrement et des règles de vie s'inspirant du modèle militaire. Deux façons prévues pour la mise en œuvre. Une phase pilote de 2013 à 2014 et une phase de développement à partir de 2014. À terme, le service civique pourra se dérouler dans 12 centres de formation sur toute l'étendue du territoire avec une capacité d'accueil de près de 3000 jeunes par an. 165 000 réfugiés ivoiriens sont de retour sur leur terre natale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont assisté plus de 20 000 de ces réfugiés entre octobre 2011 et mars 2013. Ces structures humanitaires ont initié une réflexion en vue de trouver des solutions durables pour une meilleure gestion des réfugiés pour les 2 prochaines années. Honoré Nanyigori. 165 000 réfugiés sur 250 000 sont retournés en Côte d'Ivoire de 2011 à 2013. C'est en vue de rechercher des solutions durables pour une meilleure gestion des réfugiés pour les années 2014 et 2015 que ce présent atelier se tient. Il a pour but de permettre un peu de faire les prévisions, c'est-à-dire dégager un plan d'action du HCR pour la période 2014-2015. Les actions du HCR sont des actions utiles en Côte d'Ivoire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont assisté plus de 20 000 réfugiés
entre octobre 2011 et mars 2013. Depuis quelques années, la CF fait leur planification biennielle. Nous avons assisté les personnes pour avoir les actes de naissance et ensuite la nationalité ivoirienne. Et nous aidons ces gens de réinsérer dans leur communauté, leur village. Écoutons les appréciations des réfugiés. Le HCR nous prend en charge. Il y a la prise en charge médicale qu'on nous prend en charge à 80%. Il y a une aide à l'éducation qu'on donne à nos enfants qui vont à l'école. Pour l'éducation aussi, nous avons un problème pour nos enfants qui font le supérieur. J'aimerais que HCR m'aide à me réinstaller. Au nombre des réfugiés, on compte des déplacés internes, des retournés, des rapatriés et des apatrides, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune pièce d'identité ni d'extrait de naissance. Ils proviennent de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, mais pour la plupart du Libéria et du Ghana. Faire du retour définitif de la paix, de la réconciliation et du développement dans l'ouest de la Côte d'Ivoire une priorité. Les élus et cadres de la région du Cavali se sont réunis autour du ministre Anne-Désiré Ouloto pour en parler. Occasion pour eux d'inviter leur peuple à un esprit démocratique et apaisé pendant les élections municipales et régionales du 21 avril prochain. Doigt de laser. En Côte d'Ivoire, la région du Cavali est reconnue comme une région martyre de la crise post-électorale survenue il y a environ 2 ans. De Guiglo à Taï, en passant par Bloléquin et Toulepleu, les populations ont payé le lourd tribut de la crise politique. Villages partis en fumée, perpétuels conflits fonciers et des attaques armées régulières dans les frontières avec le pays voisin du Libéria. Conséquence, de nombreux déplacements des populations vers les autres régions de la Côte d'Ivoire ou création des camps de réfugiés internes dans la région. Au cours de cette rencontre initiée par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désiré Ouloto, les populations venues des 4 départements du Cavali ont exprimé leur volonté à prôner la paix et la réconciliation. Il faudra que nos camarades comprennent qu'il s'agit uniquement de développement et chacun doit apporter sa pierre à la construction du moyen Cavali. La ministre Anne-Désiré Ouloto a saisi cette opportunité pour inviter le peuple oué à se dérober de la violence et à se tourner vers le travail pour le développement des 2 régions, le Cavali et le Guémon. L'histoire de notre région va bientôt changer. Nous voulons être le premier wagon qui va tirer la paix, la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire parce que nous en avons les potentialités. Nous nous battons pour que nos aînés qui sont en exil rentrent au pays pour prendre leur place à nos côtés. Élus et cadres du Cavali entendent faire de la paix une réalité dans leur région. Au sujet des élections municipales et régionales, la Commission électorale indépendante CEI a rendu publique hier la liste des candidatures retenues. Certaines ont cependant été rejetées faute de certains documents administratifs. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont jusqu'au jeudi 21 mars pour procéder aux réclamations devant le Conseil constitutionnel, nous dit Herman Niamia. Du monde dans les locaux de la Commission électorale indépendante ce lundi 18 mars 2013. Et pour cause, les différents candidats pour les élections couplées municipales et conseils régionaux sont venus s'assurer que leur candidature est bel et bien retenue. Je suis venu à la CEI pour voir est-ce que ma liste a été retenue. Et Dieu merci, je suis content parce que ma liste a été retenue. On est venu, on a vu d'autres noms, on est content, on va compétir. Si les 84 candidatures pour les élections de conseils régionaux ont été toutes validées, ce n'est pas le cas pour les élections municipales. Sur les 676 candidatures enregistrées, 17 ont été rejetées. On vient de nous signifier que notre liste a été rejetée pour défaut de reçu de cautionnement. Nous attendons de recevoir la notification. Selon le porte-parole de la Commission électorale indépendante, ces candidatures rejetées comportent des insuffisances. Parmi ces listes, il y avait donc des candidats qui n'étaient pas dans le fichier électoral, qui n'étaient pas sur la liste électorale. Il y en a parmi ces candidats rejetés, certains qui n'avaient pas de dossier au complet, ou les dossiers n'étaient pas valides, parce que pas signés par les autorités compétentes.
Les différents dossiers ayant été transmis à la Chambre administrative du Conseil constitutionnel, les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont jusqu'au 21 mars pour faire les réclamations. Selon le porte-parole de la Commission électorale indépendante, la liste définitive sera affichée le 25 mars. Quant à la remise des documents électoraux aux différents candidats, elle aura lieu le 30 mars. Le 3 avril suivra la sensibilisation des leaders d'opinion pour une élection apaisée. Le tribunal du commerce d'Abidjan veut traiter plus rapidement les conflits entre opérateurs économiques. Il vient pour cela de signer un protocole de procédure avec le barreau de Côte d'Ivoire. Victorine Yaoyoboué pour les explications. Désormais, un juge ne pourra se permettre de faire traîner une affaire ou de rendre une décision à la tête du client. C'est la substance du protocole de procédure signé entre le tribunal de commerce d'Abidjan et le barreau de Côte d'Ivoire. Ceci marque l'engagement des juges et des avocats à travailler de concert pour une justice plus équitable, plus crédible et diligente. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde puisse partager nos exigences de diligence et d'efficacité dans l'administration du tribunal. Pour matérialiser cette volonté de transparence et de célérité, pas de meilleur moyen qu'un site Internet pour relayer tout ce qui se fait et se dit dans les tribunaux. Le tribunal de commerce d'Abidjan a donc créé un site web à cet effet et il sera disponible à partir de ce mardi. Le juge ne peut plus s'amuser à rendre des décisions à la tête du client. Si vous rendez une décision à la tête du client, c'est le monde entier à l'instant T qui est informé, puisque vous savez que l'outil Internet n'a pas de frontières. Le défi maintenant, c'est la pérennisation de cet instrument, ce qui aura pour avantage d'améliorer le climat des affaires et de rassurer les investisseurs privés en Côte d'Ivoire. Comment dynamiser les services de sauvetage maritime? Pendant 3 jours, le comité de coordination sous-régionale de la recherche et du sauvetage maritime a mené des réflexions sur le sujet. À terme, des recommandations ont été faites. Hugues Hervé-Blé nous en parle. L'assistance aux personnes en détresse en mer, des installations adéquates et efficaces pour la veille côtière, la recherche et le sauvetage. Sur ces points et bien d'autres s'est penchée la 3e réunion du comité de coordination sous-régionale de la recherche et du sauvetage maritime. Les participants à cette rencontre ont pu apprécier les avancées obtenues par la Côte d'Ivoire dans ce sens. Le centre second de secours maritime d'Abidjan est en effet opérationnel. Il est disposé à recevoir toutes les alertes, à diffuser des messages de sécurité en mer. En fonction des messages reçus, nous pouvons faire le tri entre ceux qui sont en danger ou juste ceux qui cherchent des informations. Donc c'est des navires qui sont en danger dont nous occupons en priorité. Le matériel est opérationnel, mais l'État a son programme 2013 de nous équiper en équipement AIS qui nous permettra vraiment de visualiser tous les navires sur la côte. Le centre second de secours à Abidjan, équipé par l'Organisation maritime internationale, a été réhabilité par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 116 millions de francs CFA. Son intérêt stratégique dans la lutte contre les actes de piraterie observés dans les eaux du Golfe et dans la sous-région est avéré. Aujourd'hui, avec l'existence de ces centres, non seulement nous apportons une réponse très appropriée aux problèmes de recherche et de sauvetage, mais ensuite nous pouvons apporter une réponse aussi à la lutte contre la piraterie. Puisque c'est des matériels de nouvelle génération qui suivent la position de tous les navires. Et ce centre est en communication directe avec tous les autres centres de la sous-région et même à travers tout le monde entier. Pour les 2 prochaines années, la Côte d'Ivoire assurera la coordination des comités nationaux de recherche et de sauvetage maritime SAR de la région du Libéria. Dite zone 2, elle couvre également le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. La carte grise, carte d'identité du véhicule, fait partie des titres de transport qui enregistrent le plus grand taux de fraude en Côte d'Ivoire. 20% de ces documents sont faux selon la SONATT, Société nationale de transport terrestre. La solution, une technologie d'authentification qui rend la carte grise pratiquement infalsifiable. Des nombreuses voitures volées sur le sol ivoirien pendant la crise post-électorale, très peu ont pu être retrouvées par leurs propriétaires. Pour cause, les cartes grises ont été falsifiées ou tout simplement sujettes à une mutation. La Société nationale des transports terrestres, SONATT, a décidé de trouver une solution à ce problème en sécurisant désormais la carte grise grâce à un nouveau système technologique. Pendant la crise, on m'a déjà pris ma voiture. Jusque-là, je ne l'ai pas retrouvée. Aujourd'hui, nous souffrons
des braquages. Les gens volent nos véhicules, ils vont avec, c'est difficile quelquefois de les retrouver. Alors si on peut trouver un système pour sécuriser ces véhicules-là, je pense que c'est une très bonne chose. Grâce à ce système basé sur une technologie dite de code à bulles, l'authenticité d'une carte grise peut être vérifiée avec un simple téléphone portable. Une voiture volée ne pourra donc plus passer les contrôles de sécurité routière. Nous allons sécuriser les titres de transport, nous allons les contrôler et nous avons trouvé une technologie de pointe que nous appelons le code à bulles, permettant ainsi de sécuriser les documents et de les rendre infalsifiables. Ce code à bulles est une technologie de pointe qui permet de sécuriser avec des bulles à 3 dimensions et la falsification de ce document est presque impossible, même pas celui qui est le fabricant. La carte de transporteur a déjà bénéficié de cette méthode de sécurisation. Son application à la carte grise va soulager les populations. Le document sera pratiquement infalsifiable, rendant impossible la vente de tout véhicule volé. La nouvelle carte grise va surtout permettre de retrouver très rapidement un véhicule volé. La presse africaine accueille bientôt un nouveau venu. Une version Afrique du magazine Courrier International va être éditée en Côte d'Ivoire. C'est le résultat d'un partenariat entre le groupe de presse Le Monde et le groupe Fraternité Matin. Le Courrier International version Afrique sera un concentré de sujets traités par les journalistes africains et qui touchent le quotidien des populations sur le continent. L'hebdomadaire francophone Courrier International version Afrique va être édité par le groupe Fraternité Matin. C'est le résultat d'un partenariat entre le groupe de presse Le Monde et le groupe Fraternité Matin. Le Courrier International version africaine de 66 pages sera une sélection d'articles africains de qualité traités par les journalistes africains et touchant le quotidien des populations du continent. C'est le groupe Le Monde et Fraternité Matin qui vont réaliser la version africaine du Courrier International. Ce sera uniquement les articles de journalistes africains. Sur des thèmes bien précis. Je prends ce cas-là, le Sahel, forteresse Al-Qaïda, c'est tous les articles de qualité qui se rapportent à ce sujet-là. Le Courrier International est un hebdomadaire francophone offrant une sélection des articles les plus intéressants, originaux et d'actualité recueillis dans la presse mondiale. La version Afrique, éditée en Côte d'Ivoire par Fraternité Matin, sera disponible dès le mois d'avril 2013. Direction Gagnoa, dans l'ouest du pays, une école primaire qui date des années 1930 est en train de mourir. Elle a pourtant abrité les années scolaires de nombreux hauts cadres de la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé jette un regard sur cette école, aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Groupe scolaire Gagnoa Centre, fondé en 1933. Cette inscription sur le pan de la clôture de cet établissement est un message communicant. Là-dessous filtre l'expression d'une fierté ostentatoire, comme ces nobles déchus qui cherchent désespérément à redorer leur blason. 5 bâtiments, dont 3 fraîchement repeints, sont répartis en 3 écoles. Gagnoa Centre 1, Gagnoa Centre 2 et Gagnoa Maternelle. Cette école octogénaire, anciennement centre d'éducation de référence de tout le département de Gagnoa, a perdu son lustre d'antan, rongé par le poids des ans. Les bâtiments, construits dans les géométries de l'architecture coloniale, sont surannés et tout est à l'agonie, depuis les équipements jusqu'à l'environnement scolaire dans son entièreté. Il faut signaler que le COJES n'est pas subventionné. Il manque beaucoup de choses. L'alimentation des élèves n'est pas du tout bonne. Donc on veut que l'État puisse nous aider en envoyant une cantine scolaire dans notre école. Ce sont 600 élèves qui étudient au groupe scolaire Gagnoa Centre sur les traces de leurs devanciers, aujourd'hui des hauts cadres qui y ont fait leur classe, un demi-siècle plus tôt. Parmi ceux-ci, Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière dont la classe, en son temps, CM1, tient aujourd'hui lieu de classe de CE1. Et feu, le professeur Salif Ndiaye, éminent chercheur, ancien ministre et homme politique. À leur époque, l'école avait sa clôture intacte. Aujourd'hui, un pan entier de cette clôture s'est affaissé. Et du coup, la sécurité des enfants est menacée à cause de la proximité de leur école avec la maison d'arrêt de Gagnoa. Il arrive que des prisonniers s'évadent et les gardes les pourchassent avec fusil au poing, ils traversent la cour de l'école. Quelquefois, les prisonniers qui sont en liberté, je dirais, provisoire,
passent dans les salles de classe. Quand on n'est pas là, les fils électriques qui permettent de relier les différentes classes, ils les retirent, ils ôtent les disjoncteurs. Dès qu'ils ont un lopin, dès qu'on n'est pas là, ils s'infilent dans la cour de l'école. Et puis, c'est souvent des fenêtres qui sont défoncées. Et il faut toujours reprendre, On a vraiment besoin d'une clôture. Chaque année, le groupe scolaire Gagnoa Centre réitère son appel à l'aide aux autorités, mais surtout à ses anciens élèves. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux et qui ils sont dans ce pays en termes de statut social. À ce jour, toujours aucun écho en réponse à cet appel. L'actualité hors de nos frontières nous conduit tout d'abord au Mali. Plus de 2 mois après l'entrée en guerre de la France, une bataille cruciale se joue actuellement dans le nord-est du pays. Les militaires français ratissent l'Adrar, des Ifoghas, un massif montagneux et aride, dernier refuge des djihadistes. Au Zimbabwe, le scrutin pour approuver une nouvelle constitution plus libérale s'est déroulé dans le calme, mais il a été marqué par l'arrestation de plusieurs opposants. Les résultats du référendum sont attendus dans le courant de la semaine prochaine. En cas de non, la constitution actuelle restera en vigueur. Le contexte politique dans le pays est cependant chaque jour plus crispé. Selon des résultats partiels et encore officieux, le oui l'emporterait sans surprise au référendum organisé samedi au Zimbabwe. Malgré une faible participation, le pays devrait se doter d'une nouvelle constitution avec un mandat présidentiel limité à 2 fois 5 ans. Une avancée démocratique dans un pays qui connaît depuis 33 ans le pouvoir controversé d'un seul homme, Robert Mugabe. Un référendum entaché de quelques incidents. Dimanche, on apprenait l'arrestation de 4 assistants de Morgan Tsvangirai, Premier ministre du pays et principal adversaire politique du président Mugabe. Une avocate, membre d'une association des droits de l'homme, a également été embarquée au lendemain du scrutin. Dimanche matin, nous avons arrêté 5 personnes. Tabani Mpofu, Félix Matinde, Rockship Dumba, Anna Muzunziwa, qui se sont fait passer pour des membres de la police. Nous avons également arrêté l'avocate Béatrice Moutetwa pour avoir fait obstruction au cours de la justice. Malgré l'annulation d'un meeting de l'opposition, les observateurs venus de l'Afrique australe ont salué un référendum paisible et crédible. Ce référendum est un pas déterminant vers un accord politique global. Je voudrais profiter de cette opportunité pour encourager la classe politique et le peuple zimbabwéen à promouvoir la stabilité et la paix. Le président Mugabe s'est envolé dimanche pour Rome, où il doit assister mardi à la messe d'inauguration du pape François. Si Robert Mugabe est persona non grata dans la plupart des capitales européennes, ce n'est pas le cas au Vatican. Justement, au Vatican, la messe solennelle qui marquera le début du pontificat du pape François aura lieu demain mardi à la basilique Saint-Pierre. De nombreuses têtes couronnées, chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour l'occasion et le souverain pontife est âgé de 76 ans. Il est le premier jésuite à monter sur le trône de Saint-Pierre. Des journalistes nigériens ont reçu de nouveaux messages des ravisseurs des 7 otages français enlevés au Cameroun le 19 février dernier. Le chef de la famille évoque les conditions de détention très difficiles. Sa voix aurait été authentifiée. Avant de refermer cette édition, un télégramme du chef de l'État Alassane Ouattara adressé à son Excellence Alhaji Yahya Jammeh, président de la République de la Gambie. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai grand plaisir à vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins des vœux de parfaite santé et de bonheur personnel pour votre Excellence, ainsi que ceux de concorde, de paix et de prospérité pour le peuple frère de Gambie. Il me plaît de saisir cette heureuse occasion pour vous exprimer mes sincères remerciements pour votre engagement constant en faveur de la paix des peuples frères et
Me réjouissant de la qualité des relations d'amitié et de fraternité qu'entretiennent nos deux pays, je voudrais, en cette date chargée d'histoire, souhaiter que sous notre commune impulsion, celle-ci se raffermisse davantage pour le bonheur de nos peuples respectifs et pour le triomphe de la solidarité et du progrès partagé. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Rappelons pour terminer que le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu à Abidjan demain mardi pour une visite officielle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir sur les www.rti.ci. Bonsoir.